C'est en Afrique du Sud que j'ai commencé mon voyage. Ici, les Bushmen sont la couleur manquante de la nation arc-en-ciel. Sa source, trop longtemps oubliée. Pour évoquer leur passé, comprendre la fascination que les Bushmen exercent sur nous et rencontrer leurs descendants, je suis partie du Cap, où sont arrivés les premiers Européens. Pour les fuir, les Bushmen et leurs cousins les Khoi ont migré toujours plus au nord. C'est cette route que je suivrai jusqu'au désert du Kalahari, où les derniers Bushmen ont trouvé refuge. T'es en train de me filmer là ? Dans ce township du Cap, on trouve de lointains descendants des premiers habitants de la péninsule. Mary Johnson et sa famille m'ont accueilli chez eux. Ils se battent pour faire reconnaître leur héritage bushman. Nous, on imagine qu'en Afrique du Sud, il n'y a que des Noirs et des Blancs. Oui, il y a les Noirs et les Blancs, et puis il y a nous, les peuples indigènes. Nous, les Bushmen et les Khoi, sommes complètement oubliés ici. Pendant l'apartheid, on s'est battu pour la liberté, c'est pour ça qu'on penchait du côté des Noirs. Mais depuis 1994 et la fin de ce régime, on est complètement mis de côté. Pas assez Noirs aujourd'hui, pas assez Blancs hier sous l'apartheid. À force de ne pas trouver leur place, les descendants des Bushmen ont perdu leurs racines et leur identité. Tous les systèmes politiques en Afrique du Sud, depuis Jan van Riebeeck au XVIIe siècle, en passant par l'apartheid, ont fait en sorte de nous dérober notre vraie identité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons cette immense difficulté à faire la connexion entre les Bushmen et nous. Sous l'apartheid, les Bushmen et les Khoi furent malgré eux inscrits dans la catégorie Colored. Et cette identité imposée allait avec les injustices de l'époque. L'origine de ce township, les Cape Flats, est une histoire très triste. Pendant l'apartheid, le gouvernement a expulsé de leur quartier d'origine tous ceux qui entraient dans la catégorie des Colored et les a mis ici, afin de laisser la place aux Blancs dans le centre-ville. John et sa fille ont voulu m'emmener à Lavender Hill, un quartier particulièrement défavorisé des Cape Flats. Ils ont souhaité me présenter l'une de leurs rares amies, qui revendique, comme eux, sans complexe, son origine bushman. Ici, au Cap, mes sœurs et moi, on nous traitait de Bushmen, de moins que rien. On me critiquait à cause de ça, on me montrait du doigt. Mais moi, je suis toujours restée fière. Moi, au moins, je sais d'où je viens. Les autres ne savent pas d'où ils viennent. Moi, je sais. Je viens du sud-ouest de l'Afrique du Sud et j'étais là bien avant l'arrivée des Blancs. Allez, viens, on sort. Toi aussi, t'es un Khoisan, un vrai bushman. Vas-y, danse comme Michael Jackson. Mais le message de John et Anna passe difficilement auprès de la jeune génération. Aujourd'hui, ils ont tous des cheveux raidis. On ne peut pas les identifier comme bushmen. Avec ces cheveux raidis, ils ne peuvent pas dire « je suis un bushman ». Alors que moi, regarde, quand j'enlève mon foulard, ça se voit. Une part importante de l'identité des Colored, c'est les cheveux, la raideur de tes cheveux. Alors Anna, ce qu'elle veut dire, c'est que la raison pour laquelle ces jeunes ne veulent pas être appelés Bushmen, c'est que les peuples indigènes ont des cheveux plutôt frisés et crépus. Mais ça, c'est très mal vu ici. Mais il faut leur demander. Vous vous considérez comme des Bushmen ? Non, Mais alors vous êtes quoi ? on est colored. Et c'est quoi, Colored ? Colored, c'est être marron ou noir. Ah non, pas noir.
C'est être marron. Mais ça veut dire quoi être marron alors? Ben... c'est être normal. La honte d'être bushman, la peur d'être stigmatisé ou perçu comme quelqu'un de primitif ou d'arriéré remonte à l'arrivée des Européens ici au Cap, au XVe siècle. Pour comprendre cet anéantissement culturel, avant de prendre la route, j'ai voulu rencontrer un homme qui tente de faire revivre les langues bushman. Nigel Crowell a même retrouvé certaines de ces langues à clics si particulières qu'on croyait éteintes. Donc, comme ça, presque tous les mots ont une clique au début. Qu'est-ce que vous avez dit là? Là, je me suis présenté en disant bonjour. Je m'appelle Marche tout seul, c'est mon nom en nous, et que j'apprends la langue des Bushman avec les vieux. Donc, c'est la façon que je me présente. La disparition des langues reflète une extermination en règle. Selon lui, un génocide étalé sur plusieurs siècles. Dès que les Européens ont identifié les Bushmen, les peuples qui vivaient de la chasse et cueillette, ils ont décidé qu'eux, ils étaient diaboliques, ils étaient contre la foi chrétienne. Et là, une vraie guerre a commencé. Et vous avez le droit de tirer sur un Bushman, un être humain, comme c'était un animal sauvage. Et ça a duré pendant des siècles. Donc il y avait des fermiers qui avaient un permis et ils pouvaient dire là, j'ai tué 300 hommes, femmes et enfants. Nigel me l'a assuré, il me faudra rouler très loin, au nord, pour trouver les dernières communautés Bushmen, dans un désert qu'ils ont mis entre eux et les Blancs. Mais la preuve qu'ils sont les premiers habitants d'Afrique du Sud, c'est ici qu'on la trouve, dans cette région du Cederberg, où il y a la plus importante concentration de peintures Bushman du pays. À Clanwilliam, David est l'un des rares guides à qui des universitaires ont offert une formation sur ses peintures. Des universitaires qui ont également testé son ADN, éclaircissant le mystère de ses origines. Ça, ce sont les résultats des tests ADN de David van der Westhuizen. C'est moi. Cela montre que je partage l'ADN des tribus Bushmen et Khoi. Cet ADN remonte à une période située entre 35 000 et 100 000 ans. Si l'origine génétique est là, la langue et les traditions ont aussi totalement disparu dans sa famille. J'aimerais bien parler une des langues Bushmen ou Khoi, mais c'est dur de prononcer les clics. J'ai des amis qui les parlent. Aujourd'hui, j'étudie tout ce que je peux pour mieux connaître mes racines Khoi et San. Je lis beaucoup sur ce sujet. Avant de nous conduire aux peintures de ses lointains ancêtres, il a voulu nous montrer un autre vestige, un autre héritage dans sa ville, celui de l'apartheid. Voilà la rue principale, la ligne de séparation. À gauche, c'est la zone blanche. Et là, à ma droite, c'est la zone colored. Ici, la ségrégation est encore là. Le racisme est encore très important dans des zones rurales comme ici. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle était jeune, c'était très dur.
À l'hôpital, là-bas sur la gauche, il y avait des salles de soins pour les Blancs et une autre pour nous. Aujourd'hui encore, il y a des maisons de retraite différentes. La séparation est toujours bien visible malheureusement. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça me rend très triste, car on préférerait que la ville de Clanwilliam se rassemble et cesse d'être divisée. « 3000 peintures Bushman ont déjà été répertoriées dans les montagnes du Cederberg. Mais beaucoup, selon David, restent à découvrir. Les plus anciennes d'entre elles remontent à 3500 ans. Chez les Bushmen, les médecins traditionnels, les chamans, entraient dans des états de transe très profonds. Leur esprit quittait leur corps. Dans cet univers spirituel, ils se voyaient comme des êtres à moitié humains, à moitié animal, dans des positions et des formes très étranges. C'est cela qu'ils peignaient sur ces roches après les transes. Ce jour-là, je suis restée avec David pour méditer sur ce qui avait disparu ici. Cette vie rythmée par les transes des chamans, le respect pour les esprits du désert, des montagnes et de l'eau. J'ai tenté d'imaginer ce monde encore enchanté avant de repartir vers la Namibie, vers les derniers Bushmen. La route vers le nord est trop droite et trop longue. Ici, on ne trouve que des hommes pour s'opposer à la monotonie. Bonjour monsieur. Hello, bonjour. Ça va? Bien et vous? Ça va. Vous allez où? Ah, pas de cap. On peut vous avancer, c'est sur notre route. James est d'origine Nama, l'un des peuples Khoi, descendants des Bushmen. Grâce à lui, ce paysage raconte désormais une histoire. D'ici jusqu'à la frontière, c'est le Namaqualand. Tout le long de la côte, on trouve des diamants. Il y a des diamants dans la mer, à Port Nolof, et puis il y en a dans la terre, à Kleinzie par exemple. Mais il n'y a que le gouvernement et certaines compagnies qui peuvent les extraire et les vendre. Ils ont tous les droits, et ceux qui travaillent pour eux, ils n'ont le droit à rien. Merci, et au revoir. Quand James est descendu, on a décidé de faire un détour pour aller voir ces mines. La découverte des diamants remonte aux années 20. Ces terres, achetées une bouchée de pain aux communautés Nama par les compagnies minières, sont encore aujourd'hui interdites d'accès sur des milliers d'hectares. Les caméras ne sont pas les bienvenues à Kleinzie. Alors mieux vaut se faire passer pour un simple touriste, pour visiter la mine, où les consignes de sécurité sont toujours draconiennes. Quand la lumière sera rouge, vous glissez la carte ici et la lumière deviendra verte. Vous pourrez rentrer. Pourtant, l'extraction de diamants s'est arrêtée en 2008. Ce que le guide Randall est fier de montrer aux étrangers de passage, c'est la grande œuvre de la société.
la remise en état de ces terres défigurées par des décennies d'extraction. Nous avons encore des camions et plusieurs machines en activité, comme celle-ci. Tout est dédié à la réhabilitation du site et on maintient des routes pour faire ce travail. Cette immense pelleteuse pèse en tout 3500 tonnes. En tout, elle a coûté à la société 2 millions d'euros. Le guide me le chuchote, les diamants sont toujours là, un peu partout. Non, le problème, c'est la rentabilité. Et ce monstre d'acier, lui, n'a besoin que d'une poignée d'hommes pour aplanir les anciens terrils. Un balai qui ferait presque oublier qu'à quelques kilomètres de là, une ville entière a été licenciée. Kumagas a perdu son seul employeur. Ici, la communauté Nama n'a que sa frustration pour se nourrir et du virtuel pour passer le temps. Avant, beaucoup de monde venait ici pour trouver du travail et s'installer sur place. Mais ils sont tous repartis et il ne reste que nous. C'est très dur. Depuis que De Beers a fermé, il n'y a plus d'argent ici. Il n'y a pas d'emploi. J'aimerais bien avoir un vrai travail, mais il n'y en a pas. C'est pour ça que vous épluchez des oignons ? Ouais. Et puis, tous les jours, je bois aussi pour me défouler. Il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Namaqualand est devenu une terre sombre, où même le soleil manque à son devoir de faire danser les ombres. La seule lumière pour la communauté Nama, on la trouve ici, 200 km plus au nord, dans le parc de Richtersveld. À la fin de l'apartheid, ces 4000 habitants entament des poursuites pour récupérer les terres des ancêtres et des compensations pour les diamants enlevés pendant 80 ans. Mais l'argent tarde à venir, et cette victoire, pourtant sans précédent, ne saute pas aux yeux des voyageurs de passage. Il n'y a pas grand monde ici, alors il n'y a pas de station-service à proprement parler. Ce serait pas rentable. Mais il y a beaucoup de touristes ? Oui, pas mal. Ils viennent pour la culture Nama. C'est bien pour ça ici. Il y a plein de gens qui connaissent encore les traditions. Voilà, c'est bon. On en aura assez pour la route ? Oui, oui, vous en aurez assez. Depuis peu, la langue Nama est à nouveau enseignée aux enfants de ce village. Et dans ce sanctuaire de 160 000 hectares, les ombres de la vie passée peuvent encore se déployer. Alors j'ai voulu rencontrer William avant de quitter l'Afrique du Sud. Avec sa femme, ils sont peut-être les derniers pasteurs Nama. Les derniers à perpétuer la tradition nomade. À chaque fois qu'on se déplace, on démonte cette maison et on l'amène avec nous. Et à chaque fois qu'on trouve un pâturage, on la remonte et ainsi de suite. C'est très confortable. Il ne pleut pas dedans et on n'a pas froid.
Et les bêtes dorment avec vous à l'intérieur l'hiver? Oui, quand il fait très froid la nuit, comme en ce moment. Ils dorment tous ensemble avec nous. Vous ne préfériez pas être dans une maison au village? Non, je suis très bien ici. C'est la vie au grand air et puis je suis près de mon vieux. Le soir, on rentre ici dès qu'il fait noir, mais on se couche tard. On chante, on parle, on mange, et puis je fais le lit et on se couche. Leurs enfants ont abandonné cette vie nomade pour les villages de la région. William et Sana ne transmettront peut-être à personne cette ultime tradition Nama. Ce n'est pas parce que je suis au bout de mon chemin que la jeune génération doit prendre le relais. S'ils veulent, ils le feront, ce sera leur choix. Ils verront. En tout cas, la vie continue. Parce qu'il nous fallait reprendre la route, nous nous sommes dit au revoir, dans leur langue, en Nama. Enfin, nous avons essayé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et malgré leur solitude et la nuit qui venait, je me suis dit que parfois, brièvement, ces ombres-là pouvaient révéler la lumière. De l'autre côté des montagnes, il y a la Namibie. Ici, sur les routes, on rencontre des hommes comme Cornelius. Et si on a un peu de chance, on peut même faire un bout de chemin avec lui. Vous faites souvent ce trajet? 2 ou 3 fois par semaine. Sinon, je reste chez moi où sont mes chèvres. C'est tranquille. Cornelius, lui aussi, est un pasteur Nama. Mais il est devenu sédentaire. Parce que ces immensités appartiennent désormais à quelqu'un. Cornelius a bien voulu me montrer ses trésors. Un coq, quelques chèvres, un bon copain et leur maison presque en dur. Cornelius a surtout bien voulu partager son secret. Quelques pierres et des rêves. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas vraiment sûr. Un jour, près d'ici, je les ai vus par terre et je les ai ramassés. Il y a un comptoir en ville qui est fait pour ça et où on peut se rendre. Si on trouve des pierres, on doit les amener là-bas et ils diront de quelle sorte de pierre il s'agit. Et alors, on peut leur vendre. Mais si ce sont des diamants, ils vont vous donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous ferez avec tout cet argent? Moi, mon rêve, c'est de m'acheter mon propre troupeau et ma propre ferme et de me marier. Moi, je veux juste continuer simplement ma vie et la rendre meilleure. C'est tout ce que je veux faire. Je n'utiliserai pas cet argent pour aller à la ville. Ici, j'ai une belle vie et je veux simplement continuer à la mener. Tout au long du XXe siècle, la fièvre du diamant a précipité des Européens dans ce désert. Ils ont laissé des traces, comme ce village fantôme fondé par des Allemands qui ont colonisé le pays entre 1884 et 1915. Les ombres de leurs rêves sont partout ici. Mais il y en a d'autres qui planent sur la Namibie, des ombres beaucoup plus inquiétantes. Des ombres qui vont retarder encore un peu ma rencontre avec les Bushmen.
J'ai fait un détour pour rencontrer Anna. Elle est la petite fille d'un survivant. Les Namas ont été les victimes du premier génocide du XXe siècle. Un génocide perpétré par les Allemands de cette colonie du bout du monde entre 1904 et 1907. Un génocide parfaitement oublié, sauf par les descendants de rescapés comme elle. Je l'ai accompagnée là où les Namas de son village se sont fait capturer. Et je l'ai laissée quelques minutes pendant qu'elle se recueillait. Amen. J'ai demandé au Seigneur qu'il leur pardonne. Le début des massacres a eu lieu ici. C'est là que nos ancêtres furent trahis et enlevés. C'est là que leur martyre a commencé. J'ai prié pour que le Christ, dans sa grande bonté, pardonne tous les Allemands, qu'il nous accorde à nous tous son pardon. Anna a voulu que je rencontre son mari, David, le chef de la communauté Nama de Béthanie, qui milite pour la reconnaissance de ce génocide. Je vous en prie, asseyez-vous. Derrière ce génocide, il y a le fait que les terres d'ici appartenaient aux Namas et que les Allemands voulaient les prendre pour faire de cette région une colonie allemande. Ils l'avaient d'ailleurs nommée le Sud-Ouest africain. Cette région est très riche en diamants. Ils ont commencé par acheter Lüderitz, mais toutes les terres autour de la rivière Orange et tout le long de la côte étaient aussi très riches en diamants. Et ils ont voulu tout prendre. Voici l'ordre d'extermination de 1904 et du 22 avril 1905. En 3 ans, près de 60 000 Herero, un autre peuple de Namibie, et 10 000 Namas sont morts. On estime que ce sont 80% des Herero et 50% des Namas qui ont disparu. Je suis contente que le monde puisse connaître ce génocide, parce que cette histoire est totalement méconnue. Non seulement les Namas se sont fait massacrer, mais aussi leur culture, leurs droits et leurs terres leur furent enlevées. Ils ont tout perdu à cette époque. C'est une histoire très triste, qui fait très mal au cœur. Rien qu'ici, à Béthanie, 300 hommes sont morts dans des combats de résistance. Les autres ont été arrêtés et emprisonnés dans un camp de concentration qui était à Shark Island. En suivant cette voie ferrée, construite par les captifs, réduite à l'esclavage, on trouve Lüderitz et Shark Island. L'un des premiers camps de concentration allemands de l'histoire, l'un des pires en Namibie, raconte-t-on. Pourtant, aujourd'hui, on n'y trouve qu'un camping. Rien sur le génocide, rien sur les bourreaux allemands, rien sur leurs victimes. À part cette stèle récente, posée par la communauté de Béthanie. En ville,
On m'a conseillé d'aller à l'école pour en savoir plus sur Shark Island. Une poignée d'élèves, dont certains sont d'origine Nama, militent pour que le camping soit remplacé par un mémorial. Verouchka et ses amis tentent aussi d'informer leurs camarades. Il y a eu 1789 morts rien que dans ce camp de concentration, rien que des Nama et des Herero. Le traitement des prisonniers était extrêmement dur. Les crânes de notre peuple étaient envoyés en Allemagne pour savoir si nous étions des êtres humains. Parce que notre langue et notre aspect étaient différents, ils pensaient qu'on était peut-être d'une autre espèce. Alors ils ont pris nos crânes pour les faire analyser en Allemagne. Shark Island n'est pas reconnu comme un lieu de mémoire. Et c'est important de faire connaître ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pour retrouver la piste des derniers Bushmen en Namibie, il faut s'éloigner de la côte, chargée des fantômes du génocide. Le désert du Namib, l'un des plus vieux du monde, plante ses dunes en travers de ma route. Ici, pour mieux décrypter les ombres, il faut prendre un peu de hauteur. Si le vent est très calme, très doux, je dirais plier les genoux, Bagnornis. Vous attrapez les cordes à côté de vous et vous pliez vos genoux. Si le vent est très fort, très rapide, je dirais sporting landing, prenez position. Take off and just stay low level. Dans cette immensité, les Bushmen ne sont plus qu'un très lointain souvenir. Dans le temps, ils traversaient toutes les dunes et ils allaient jusqu'à la mer pour pêcher. Maintenant, avec les clôtures et tout ça, ils restent dans cette région du Canada. Donc il y avait un qui partait avant, il déposait des œufs d'autruche remplis d'eau, à certaines places. Alors tout le groupe traversait le désert, ils avaient des réserves d'eau tout le long de la route. Ils allaient pêcher et puis après ils revenaient. Et ils savaient repérer là où il avait caché ses œufs d'autruche dans les dunes. À l'horizon, à des centaines de kilomètres de là, il y a cet autre désert, le Kalahari, où vivent les dernières communautés Bushmen. Il était une fois une vie intacte, où Oryx et Autruche vivaient en parfaite harmonie avec le peuple Bushman. Il était une fois l'un des plus vieux peuples du monde, qui pendant 20 000 ans avait conservé son mode de vie, fait de chasse et de cueillette. Un monde où Kortman et sa famille nomadiseraient encore entre Botswana et Namibie.
et où la nature leur offrirait tout ce qui serait nécessaire à leur confort. Viens voir. Si le soir, il y a des moustiques qui nous piquent et qu'on veut les éloigner, on fait un feu et on met ces graines dans le feu. Et alors, l'odeur de la fumée chasse les moustiques. C'est une racine, ça retient l'eau. Qu'est-ce que c'est? La racine que je cherche là, ça désaltère et ça nourrit en même temps. Allez, viens par là, l'eau. Ah, c'est bon. Il était une fois une vie où la nature offrirait même des blagues au peuple bushman. Tiens, prends-en une. C'est une graine qu'on met dans la bouche. On fait la blague à tout le monde. On met la graine dans la bouche, on la garde un peu, et puis quand elle explose, ça fait sursauter. Ce serait une vie où les clans se déplaceraient en fonction des pluies, où les femmes collecteraient les fruits et les racines, et où les hommes seraient responsables de la chasse. On évite de tirer sur les élans, parce que si on tire sur un élan, il a les yeux qui pleurent. C'est pour cela que les bushman doivent éviter de tirer sur eux. On tue plutôt les koudous, de grandes antilopes et des djembok. Ceux-là, on peut les tuer, même si c'est pas facile de les atteindre. Mais tout ça, c'était dans l'ancien temps. Maintenant, nous n'avons plus le droit de le faire. C'est ça le problème. Si tu le fais quand même et que tu te fais attraper, tu vas t'asseoir en prison. Le vrai problème, c'est que tout ça est une mascarade qu'on sert aux touristes de passage. Cette démonstration, ils la font à ceux qui viennent séjourner dans la ferme de leur patron blanc, ou pas plus qu'ailleurs, ils n'ont le droit de chasser. Je vais mettre quelque chose sur ce que je porte. Là, je me change, je mets ces habits parce que on va les traire les vaches. Le vrai problème, c'est que la Namibie n'est plus adaptée aux traditions des Bushmen. Quand ils n'ont pas de touristes à promener, Kortman et ses fils retournent à leur vie ordinaire. Sur les fermes, nous faisons un peu de jardinage, on s'occupe des vaches, on gagne un peu d'argent pour avoir un peu de nourriture. Au fil des années, leur monde s'est érigé de barrières et les nomades du Kalahari sont devenus sédentaires. C'est mes vieux. Ce sont eux, mes parents, qui ont décidé qu'on s'installerait ici. On ne peut pas s'opposer à ses parents, leur dire non. On les suit, c'est tout. La vie est un peu noire, mais on continue. On s'habitue à cette vie. Enfin, on la vit en tout cas. Mais il y a des gens qui ne s'habituent pas. Un peu partout dans le pays, le XXe siècle a fait de ce peuple premier des citoyens de seconde zone. Tout juste un folklore. Quelques ONG tentent de venir en aide aux Bushmen. Ce jour-là, j'accompagne Bessa
à Blobar, à une centaine de kilomètres de là. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Lui, c'est le chef traditionnel. À Blobar aussi, on survit grâce à des mi-temps dans des fermes et des spectacles de danse traditionnelle. C'est pas en soi un problème de montrer ces danses aux touristes, mais la plupart du temps on abuse de nous. Des blancs ou des noirs qui organisent ces shows ne nous donnent pas tout ce qu'ils nous doivent. Ça fait partie de ce que nous essayons de combattre. On enquête sur ces dérives et on essaie de lutter pour que ce soit les Bushmen qui gèrent leur propre culture. S'assurer que les enfants sont scolarisés et qu'un minimum de droits est respecté. C'est la mission de l'ONG de Bessa. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce serait une terre pour nous. Une terre pour qu'on puisse être chez nous et ne plus être mélangé avec d'autres. Et où il n'y aurait pas d'alcool. Ici, comme dans toute la Namibie, la modernité est venue aux Bushmen avec tous ces mots. L'alcoolisme, l'acculturation et le chômage. Pour les aider, l'ONG de Bessa tente aussi de vendre les bijoux faits par les femmes avec ces œufs d'autruche. Un espoir tient peut-être aussi derrière ce grillage, et c'est Paulus qui veille dessus. C'est du houdia. Avec un couteau, tu enlèves l'écorce et tu les nettoies, un peu comme un concombre. Tu le manges en ajoutant un peu de sel ou juste comme ça. Ça coupe la faim. Quand tu en prends, après, pendant toute une semaine, tu peux te contenter de boire de l'eau ou de petites choses à manger. Le houdia fait l'objet d'un conflit entre la communauté Bushman et des sociétés pharmaceutiques qui veulent l'utiliser comme médicament miracle contre l'obésité. Il y a toujours un procès en cours pour que nous, les Bushmen, récupérions ce droit sur cette plante. À l'origine, elle était utilisée par nos chasseurs quand ils partaient en expédition pour tenir sans manger pendant des jours. Dans ce township, vivent les Bushmen que la ville de Gobabis a attirés pour les petits boulots. Ce matin-là, Bessa nous a donné rendez-vous dans l'église des Bushmen. Tous les dimanches, on y prie le Dieu des évangélistes, qui interdit de fumer et de boire. Les conversions remontent aux années 70.
Il est temps de témoigner et nous dire ce que Dieu a fait pour votre vie. Que chacun vienne pour nous dire ce que Dieu a fait pour vous. Je veux remercier le nom de Dieu. Je veux remercier Dieu pour avoir sauvé mon âme. Moi, je voudrais juste raconter un rêve que j'ai eu. Je conduisais un camion sur une route. J'aimerais savoir ce que ça peut vouloir dire. Nous devons rester dans la présence de Dieu et le servir. Lui le fait pour nous. Remercions Dieu. Il faut se tenir prêt à servir le Seigneur. Il faut rester ouvert et être attentif à ne jamais se fermer à lui. Dans leur grande majorité, les Bushmen ont troqué leur Dieu traditionnel, celui qui les aidait à trouver leur nourriture et les animaux dans la nature, contre celui des chrétiens. Je pense que si ça a été aussi facile pour nous, les Bushmen, d'adopter ce Dieu-là, c'est parce qu'il est vraiment proche de celui qu'on avait avant. Le problème, c'est que cela menace aussi nos traditions, car on n'a plus le droit de participer aux danses et aux transes, et d'aller voir les chamans. C'est considéré comme de la sorcellerie, et les gens laissent ça un peu de côté pour se concentrer sur le christianisme. Il a fallu faire 5000 km depuis le Cap pour rencontrer les Bushmen. Mais même dans ce lointain refuge, les chamans, garants de leur dernière tradition, ne sont plus qu'une poignée. Daniel a bien voulu nous conduire à 200 km de là, à la frontière du Botswana, pour rencontrer son oncle, le dernier chaman de la région. Salut les amis, comment ça va? Même dans cet isolement, eux non plus ne parviennent plus à chasser et à se nourrir de la terre qui tout autour appartient à d'autres. Au moins la famille du chaman trouve-t-elle encore les plantes pour soigner ceux qui font le chemin, pour le consulter. Ça, c'est un médicament pour la poitrine et le cœur. Pour les femmes enceintes, si c'est le jour de l'accouchement, c'est cette plante qui lui sera donnée aussi. C'est lui son oncle, Rubens, chaman sans remède contre l'extinction des traditions de son peuple, un guérisseur sans successeur. Vous savez, il faut avoir un esprit pur pour voir le mal à l'intérieur des autres et le faire sortir. Le problème, c'est que la procédure pour devenir un guérisseur, un vrai chaman, est très difficile et aussi très douloureuse. Peu de jeunes en ont encore envie. Alors les anciens comme moi n'ont plus personne à qui transmettre leur pouvoir. Moi aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants à entraîner. Ils partent et grandissent ailleurs, dans d'autres endroits, où ils apprennent d'autres choses, mais pas les traditions d'ici. Ça me rend malheureux. Je trouve ça très triste.